Bienvenue dans cette nouvelle édition de Défense. Ce soir, on parlera plus exactement des grandes éliminations, des tentatives d'assassinat plus exactement, des grands chefs d'État. Alors l'actualité bien évidemment c'est celle qui a échoué autour de Donald Trump. Chani Guidalia, bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'on a la personnalité d'abord de celui qui a tenté de tuer l'ex-président américain? Oui, il s'appelle Thomas Matthew Crooks. Jusqu'à présent, on a une image assez confuse et contradictoire qui a été dressée sur lui. On sait que c'est un jeune américain de 20 ans, originaire de la banlieue de Pittsburgh. Alors la plupart de ses anciens camarades et professeurs le décrivent comme quelqu'un de solitaire, assez marginal et potentiellement victime de harcèlement scolaire. Alors au niveau de ses hobbies, il était passionné par le tir, même s'il a été exclu du club de tir de son école, je cite, parce qu'il n'était pas très bon tireur. Malgré tout, il s'est inscrit dans un club de tir local, l'un des principaux centres de la région de tir de la région de Pennsylvanie. Et là-bas, il avait plusieurs champs de tir. Il avait même un qui était une installation de tir à la carabine de grande puissance. Maintenant, le FBI n'a pas encore établi de mobile ou de raison, de motivation concernant cette tentative d'assassinat. On sait juste que jusqu'à présent, Thomas Crooks n'avait aucun antécédent criminel. Et si on peut parler d'affiliation politique, même sur ce point, c'est pas très clair, puisque le jour où Joe Biden a prêté serment en 2021, eh bien Thomas Crooks avait fait un don à Act Blue, c'est un comité d'action politique qui lève des fonds pour les démocrates. Sauf que l'année d'après, pendant les élections de 2022, les élections sénatoriales de demi-mandat, eh bien il s'est inscrit comme électeur républicain. Maintenant, le jour des faits, je rappelle qu'il a été abattu par les snipers du Secret Service. L'arme utilisée, c'était un fusil qui s'appelle le AR-15. Il a été acheté il y a quelques mois auparavant par le père de Thomas Crooks. C'est une arme qui est très répandue aux États-Unis, le fusil le plus vendu et d'ailleurs celle qui est le symbole du débat sur les armes à feu. À son domicile, les autorités ont retrouvé du matériel dans son domicile et dans sa voiture. Les autorités ont retrouvé du matériel servant à construire des explosifs et on sait désormais que le FBI a réussi à infiltrer le téléphone et ce en moins de 40 minutes. Merci Chani Guidalia. Alors je vais poser justement la question à celui qui a passé plus de 30 ans au Secret Service. Merci Tim Miller d'être avec nous, ancien officier de cette unité prestigieuse. Vous étiez affecté au bureau de Washington. D'abord, pour vous, est-ce que c'est d'abord vous protégez vos anciens camarades, vous dites ils ont fait le travail nécessaire pour sécuriser l'ancien président des États-Unis? Oui, malheureusement, ça n'a pas été un événement qui est un succès pour les services de sécurité. La raison essentielle de cet échec majeur, c'est que deux choses qui doivent arriver avec tout site présidentiel ou pour tout candidat, c'est le travail à l'avance. Là où les agents arrivent bien à l'avance, planifiant la sécurité, en vérifiant chaque mètre carré du lieu de la réunion, s'assurant que n'importe quelle menace, bombes, véhicules, armes sont traités et couverts. Et ensuite, les détails rentrent pour vérifier que tout est une zone protégée. Cet incident particulier montre que la zone n'a pas été sécurisée. La capacité pour un tireur d'arriver sur un toit et tirer, c'est quelque chose qui est une tragédie et c'est une énorme erreur, une faute des services secrets. Maintenant, il y a une enquête majeure en cours et je crois que les choses vont changer dans les services secrets en résultante de ce qui s'est passé. Je disais, vous étiez affecté à la Maison-Blanche, au bureau de Washington. Ça veut dire donc qu'il y a deux équipes de Secret Service. Il y a l'équipe A et l'équipe B ou les suivants? Non, ils sont tous sur la même équipe, mais il y a des responsabilités diverses qui sont réparties aux agents sur des sites spécifiques. Dans le cas échéant, il y a eu toujours ceux qui étaient en avant, des agents spéciaux qui sont pareillement entraînés. L'équipe qui a fait la vérification à l'avance était du bureau de terrain. Et le groupe affecté à Trump, que vous avez vu le protéger
Trump et l'évacuer tout de suite après les tirs, qui ont fait d'ailleurs un excellent travail. Une fois que les tirs ont eu lieu, le problème, ça a été que les tirs n'auraient jamais dû être entendus. Et donc, l'équipe est responsable d'assurer que leur objectif de protection et les sites soient mis en place correctement et que les personnes protégées soient en sécurité quand ils rentrent sur site. Ça n'a pas été le cas cette fois-ci. J'ai une question à vous poser. Est-ce qu'il y a une différence entre ce qu'on appelle en anglais le domestic threat, c'est-à-dire la menace interne, et éventuellement une menace externe? Parce que selon les médias américains, eh bien, Donald Trump pourrait aussi être visé par l'Iran. Oui, c'est certainement une préoccupation très sérieuse pour les services secrets américains. Mais rappelez-vous, leur travail est de protéger les personnes de toutes les menaces, que ce soit du terrorisme ou des menaces intérieures ou quelqu'un de dérangé mentalement. Le service secret doit être toujours prêt. Et en fait, dans le niveau élevé où nous nous trouvons aujourd'hui d'alerte terroriste, les services secrets sont défiés de manière comme ça n'a jamais été le cas auparavant. Ils vont devoir vérifier comment et quoi faire à la lumière de toutes ces nouvelles menaces. C'est un environnement très toxique de tous les côtés et nous voyons effectivement une situation potentiellement très dangereuse. Et les services secrets sont en train de le vérifier. Et la manière dont le service secret travaille est vérifiée, ainsi que les ressources nécessaires au jour d'aujourd'hui. Le service secret, comme vous l'avez entendu, le directeur va devoir témoigner devant le Congrès. Il va y avoir beaucoup de questions difficiles qui vont lui être posées et le service secret doit absolument être prêt à vérifier tout cela sous les différents angles possibles. Ma dernière question, si vous pouvez répondre rapidement. Vous savez, en Israël, l'unité 730 du Shabak, de garde du corps, c'est quelques centaines de membres. Le gros problème, c'est qu'aux États-Unis, effectivement, il y a plus de 250 millions de personnes. Combien il y a d'hommes? C'est intéressant de savoir combien il y a d'hommes affectés, ou de femmes, bien évidemment, affectés au Secret Service. Excellente question. Et je ne suis pas sûr que j'ai bien compris. Mais si la question est de savoir combien sont dans les services secrets. Oui, exactement. Ah, excusez-moi, j'avais cru ne pas comprendre. Je ne peux pas rentrer dans le nombre de recrutés au service secret, mais je peux vous dire que les chiffres aujourd'hui sont en train d'être vérifiés à nouveau et je peux vous dire la chose suivante après ce qui s'est passé samedi dernier. Toute la perspective sécuritaire aux États-Unis est en train d'être revue. Les services secrets américains vont changer et ce qui est nécessaire pour assurer ce qu'il faut. Nous voulons être absolument sûrs que nous avons des élections libres et honnêtes et que notre démocratie se poursuit. Pour que cela puisse avoir lieu, nous devons nous assurer que chaque candidat à la présidentielle soit en sécurité où qu'il se trouve pour qu'il puisse parler librement et que les gens puissent les entendre. Merci, my honor, my privilege. Merci, Tim Miller, d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos questions. Merci de m'avoir accueilli. Alors justement, ce qui nous permet de faire le bilan de l'histoire, qui a été assassiné, qui a potentiellement presque été assassiné, eh bien, le résumé des faits et de l'histoire, Shani Guidalia. 28 juin 1914, l'archiduc François Ferdinand d'Autriche est assassiné à Sarajevo par un nationaliste serbe, Gavrilo Princip. Cet événement déclenche la Première Guerre mondiale. L'Autriche-Hongrie, soutenue par l'Allemagne, accuse la Serbie et lui envoie un ultimatum. Quand la Serbie refuse, la guerre est déclarée et les grandes puissances européennes entrent rapidement en guerre. Le 22 novembre 1963, le président américain John Fitzgerald Kennedy participe à une parade en voiture décapotable à Dallas, au Texas. Soudain, des coups de feu sont tirés depuis un immeuble voisin. Touché à la tête et au cou, Kennedy succombe rapidement à ses blessures. Lee Harvey Oswald est rapidement arrêté pour le meurtre, mais est lui-même tué 2 jours plus tard, alimentant les théories du complot autour de l'assassinat. La nation est plongée dans le choc et le deuil, et la mort de Kennedy marque un tournant dans l'histoire américaine. 30 mars 1981. 2 mois après son assermentation, le président américain Ronald Reagan est attaqué à Washington. 6 balles sont tirées,
dont une atteignant Reagan, avant que l'agresseur, un jeune homme du nom de John Hinckley Jr., ne soit neutralisé. Le président est rapidement opéré et se remet de ses blessures. Cette attaque rappelle l'événement tragique survenu 18 ans plus tôt et les blessures de toute une nation. Elle conduit à des mesures de sécurité renforcées pour protéger les présidents. Moins de 6 mois plus tard, de l'autre côté de l'Atlantique, le président égyptien Anwar el-Sadat est assassiné au Caire. Alors qu'il assiste à une parade militaire depuis une tribune, des militants islamistes radicaux déguisés en soldats sortent d'un camion militaire et ouvrent le feu, tuant Sadat et plusieurs autres dignitaires sur place. L'attaque dirigée par le djihad islamique égyptien est motivée par l'accord de paix signé avec Israël 2 ans plus tôt, perçu comme une trahison par les extrémistes. 4 novembre 1995, après un rassemblement pour la paix, le premier ministre israélien Yitzhak Rabin est assassiné à Tel Aviv. L'auteur de l'attaque, Yigal Amir, un extrémiste de droite israélien opposé aux accords d'Oslo et au processus de paix avec les Palestiniens. L'attaque se déroule en pleine rue, sous les yeux de nombreux témoins, et plonge tout Israël dans la stupeur et le deuil. La mort de Rabin marque un tournant tragique, freinant les espoirs de paix immédiats. Enfin, le 13 juillet 2024, lors d'un meeting en Pennsylvanie, plusieurs coups de feu sont tirés en direction de Donald Trump. L'ex-président américain et candidat à la présidentielle est la cible d'une tentative d'assassinat. La balle le blesse à l'oreille et ses gardes du corps le mettent immédiatement à l'abri. Une personne dans la foule est cependant tuée, 2 autres sont blessés. L'auteur de cette tentative d'assassinat, Thomas Matthew Crooks, est quant à lui neutralisé par les snipers du Secret Service. Ses motivations restent pour le moment inconnues. Cette tentative d'assassinat bouleverse alors la campagne présidentielle en cours. Des assassinats ou tentatives d'attaque qui révèlent les profondes tensions politiques et sociales. Des tournants historiques aux conséquences sur la scène mondiale. Et quel plaisir de vous retrouver, Georges Salinas, directeur de la sécurité du président de la République française, Emmanuel Macron. Merci d'être avec nous. Bonjour. D'abord, pour vous, est-ce que ce qui s'est passé aux États-Unis aurait pu se passer en France ? Alors vous dire que ça peut se passer, des attaques de chefs d'État, il y en a eu quand même depuis très longtemps, ça existe. Hein. Si on remonte dans l'histoire même, on s'aperçoit qu'on peut remonter dans l'histoire de France. On a Henri IV qui a été assassiné par Ravaillac, et donc c'était sur un cortège tout simplement royal. Donc c'est des choses qui sont arrivées en France assez souvent. Des gens comme le général de Gaulle ont été attaqués plus de 8 fois. Napoléon 4 fois, Louis-Philippe 6 fois, donc plus près de nous, bien évidemment Jacques Chirac, qui a fait l'objet d'un tir d'un individu isolé le 14 juillet 2002. Donc tout ça, ça fait à chaque fois remettre en cause des principes, des process pour pouvoir adapter les choses. Le 14 juillet 2002 a été pour les forces de police quelque chose d'important, puisqu'on a remis en cause tout simplement le principe du défilé et des méthodes de travail qui étaient complètement différentes. Donc nous, bien évidemment, on s'adapte et on sait que le risque zéro n'existe pas, mais le travail, c'est justement de faire tout ce qu'il faut pour que ce risque soit vraiment diminué au minimum. Georges Salinas, lorsque vous dites des tirs, moi j'ai en mémoire par exemple le fait que le président Hollande se fasse entarter ou le président Macron reçoive une gifle. Est-ce que ça aussi, vous le considérez comme des attaques potentielles ? On considère que toute attaque contre un président comme importante, c'est une attaque contre une institution. Donc on en prend bien évidemment, on prend les conséquences de ces actes. Alors ce qui est sûr, c'est que nous on prend des mesures de protection sur ce sujet dont on parle assez souvent, notamment de la gifle d'Emmanuel Macron. On a bien évidemment des circonstances qui font que qui se conjuguent, qui font que il reçoit une gifle, même si on a une réaction très vite des officiers de sécurité. Encore une fois, ce qu'il faut bien aussi savoir, c'est que contrairement à ce qui est dit souvent par certains, la foule qui était présente était criblée. Elle était bien évidemment fouillée,
Donc la plupart des gens qui étaient là étaient des gens qui étaient habités dans le secteur, puisque ce sont un secteur où il y a des maisons. Donc c'était des gens qu'on ne pouvait pas évacuer parce qu'ils sont chez eux, c'est leur quartier. Donc on a cet individu qui effectivement arrive là. Voilà, cette personne-là, elle donne un coup. Bien sûr, c'est regrettable. Ça aurait pu être plus grave parce que ça aurait pu être un coup de poing. Mais en revanche, le danger d'une arme n'existait pas puisque tout ça, ça avait été évacué. Alors après, j'ai l'impression, je l'ai déjà dit plusieurs fois, je suis désolé, mais c'est même une blague que je fais assez souvent, c'est que nos présidents vont, et c'est une tradition républicaine au contact de la population, c'est quelque chose qui arrive souvent, et je ne peux pas non plus faire venir au contact du président que des gens qui n'ont pas de bras. C'est ça, c'est ça. Enfin, c'est une blague cynique, mais une blague quand même. La question est de savoir comment le directeur de la sécurité du président dort actuellement lorsqu'il va avoir les Jeux Olympiques, lorsque le président français est aussi présent sur une grande scène politique majeure et en France et à l'international. Ça se passe comment ? Ce qui se passe, c'est que tout est dans la préparation. C'est-à-dire que si vous faites une bonne préparation de votre mission, de votre déplacement, vous réduisez bien évidemment les risques. Pour les Jeux Olympiques, vous imaginez bien que nous avons travaillé énormément avec tous les services, la préfecture de police et tous les services de police et de gendarmerie qui sont impliqués et tous les acteurs de la sécurité pour que ces JO se passent bien et pour que le président puisse se déplacer dans des conditions optimum. La préparation, c'est le nerf de la guerre. J'ai l'habitude de dire que quand on fait une bonne préparation, on a fait 90% du voyage et il ne nous reste plus que les 10% sur place. Donc, sur toutes les choses que vous pouvez voir, et y compris ce qui s'est passé avec l'ancien président Trump, je pense que le service secret américain devra faire un retour d'expérience pour analyser un peu la situation et voir qu'est-ce qui a été à un moment ou à un autre, s'il y a quelque chose en tout cas qui a été loupé au niveau de la préparation, puisque c'est vraiment ça qui fait que il y a un moment un trou dans la raquette. Alors, vous aimez le sport, ça on le sait, vous aimez les images. La question est de savoir véritablement maintenant, est-ce que vous dites que potentiellement le risque zéro n'existe pas, mais vous avez fait en sorte, en tout cas, Georges Salinas, qu'il se réduise au maximum? On fait tout ce qu'il faut pour que ça soit qu'on soit très proche du risque zéro. Et pour ça, on a mis en place bien évidemment un dispositif, des techniques aussi. Donc je ne vais pas détailler, mais ce sont des techniques qui nous permettent de contrer à peu près toutes les menaces, que ce soit des menaces terrestres, aériennes, un tireur isolé, des activistes et le haut du spectre même, une menace terroriste. Donc tout ça, ça fait l'objet de mesures préventives et tout est fait pour qu'en tout cas les choses se passent bien, et parce que justement on a tout vu et tout préparé. Et on l'espère, et on rappelle aussi que vous êtes romancier par le Verbe, par le Glaive, aux éditions Mareuil. C'est votre nouveau livre qui sortira septembre, si je suis bien informé. Septembre, exactement. Bon, tout à fait. Voilà. Et qui parlera justement de la menace terrorisme et comment on protège un président. Qui plus est, vous avez une carrière de plusieurs dizaines d'années dans les rangs de la police justement, et notamment de la BRI. Merci Georges Salinas, directeur de la sécurité du président de la République française. Merci à vous. Merci de votre accueil. Au revoir. Et on termine cette édition avec l'un des anciens hauts gradés de l'unité 730, la prestigieuse unité de garde rapprochée du Shabak. Merci Mickey Weinberg d'avoir répondu à notre invitation. Avant de poursuivre le débat par rapport à ce qui s'est passé aux États-Unis, j'aimerais vous montrer, cette semaine, a été diffusé par le Premier ministre lui-même, Benjamin Netanyahou, un film, il n'y a pas d'autre terme, de haine. Je vous propose de le regarder et on en parle juste après. נתניהו בוגד, הפך לאויב העם. הוא האויב הכי גדול של העם היהודי ב-2000 שנה האחרונות. כל ביביסט יקבל כדור בראש. אבל הוא בעצם שטן!
המלחמה שלנו מאז 7 באוקטובר היא אולי נראית מול החמאס, אבל בואו, המלחמה האמיתית היא מול אויב מבפנים, המלחמה היא מול ביבי נתניהו והממשלה שלו. Mickey Weinberg, je sais que vous n'aimez pas parler de politique et je ne vais pas parler de politique. Lorsque Yair Lapid, le leader de l'opposition, dit que Benyamin Netanyahou pleure à tout bout de champ, est-ce qu'il a raison ou alors pour vous c'est un message de haine? D'abord, ce que nous voyons là rappelle la période avant l'assassinat de Rabin, le 4 novembre 1995. À l'époque, j'étais déjà dans l'unité et les mêmes cris, les mêmes expressions, les mêmes pancartes, le même style qui, à l'époque, était peut-être inconnu aux citoyens d'Israël. Et ce n'était pas d'ailleurs défini comme incitation à la haine, mais le résultat a été là. Yigal Amir a réussi à assassiner Yitzhak Rabin, de mémoire bénie, sur la place des rois d'Israël à l'époque. Ce qu'on voit aujourd'hui, nous voyons que l'histoire se répète. Et l'histoire se répète, mais ce qui change, ce sont les personnes qui appelaient à l'époque les gens de droite, qui incitaient à la haine de Rabin et du processus de paix. On voit aujourd'hui ceux qui criaient à gauche, eh bien, sont aujourd'hui ceux qui disent les mêmes choses au même niveau et sont au même niveau d'appel contre le Premier ministre. Et aujourd'hui, cela est défini comme incitation à la haine. Ce qu'on a vu dans ce film, eh bien, c'est des appels à la haine nette qui sont définis ici par la loi. Ces personnes ont transgressé la loi israélienne définit ce qu'est la haine. Quand vous déclarez ça contre un Premier ministre, c'est considéré comme tel, vous devez être jugé pour cela. Et personnellement, je sais qu'une de ces personnes présentées dans ce film ont été conviés à des interrogatoires pour appel à la haine contre le Premier ministre. Sans aucun doute, ce type d'expression peuvent amener à des tentatives d'assassinat d'un autre Premier ministre. C'est une question de temps. J'ai une question à vous poser, Mickey Weinberg. Dans tous les déplacements que j'ai faits avec les ministres de la Défense et les premiers ministres, j'avais pas le droit, même y compris dans l'avion du Premier ministre, je n'avais pas le droit de l'approcher, y compris dans les briefings sécuritaires, il y a toujours ce cordon d'hommes du Shabak autour de lui. Pourquoi aux États-Unis et en France c'est différent? Est-ce qu'il y a un Made in Israël qui est différent du reste? Oui, la différence, par exemple aux États-Unis, la raison pour laquelle aux États-Unis vous voyez le Premier ministre seul sur scène et vous ne voyez pas sur la scène à côté de lui de garde du corps, contrairement à ce qui se passe chez nous avec 730, c'est pour une raison simple. Aux États-Unis et peut-être aussi en Europe, le protocole du président est plus important que la protection des personnalités. Ce qui est faux en Israël ici, ce qui donne le ton et assure la sécurité, c'est l'unité de protection des personnes, des personnalités, et donc c'est lui qui permet ou ne permet pas d'être près ou loin du Premier ministre. Aux États-Unis, c'est différent, et vous le voyez, et vous avez vu le président descendre de l'avion où il monte seul dans l'avion, parce qu'ils n'ont pas le droit d'avoir des gardes du corps dans le cadre de l'image collée au président. C'est la seule raison, c'est que le protocole est plus important que la sécurisation. Et ça, c'est depuis l'assassinat d'Yitzhak Rabin? En Israël, ça a toujours été comme ça. Ceux qui ont toujours fixé la sécurité, combien de gardes du corps, c'est l'unité 730 du Shabak. Et avant ou après l'assassinat de Rabin, ça a toujours été pareil. Et donc la sécurité en Israël a toujours été plus importante que le protocole. Aux États-Unis, c'est pour les présidents, et dans le monde et aux États-Unis, c'est le protocole qui détermine à la sécurité ce qu'ils peuvent ou ne peuvent pas au niveau de rapprocher le Premier ministre ou le président. C'est la seule raison. Un tireur isolé, en campagne, en pleine campagne, imaginez que ce soit Benny Gantz, que ce soit un autre chef politique, Yair Lapid ou Benyamin Netanyahou en campagne des élections. Un tireur isolé, c'est possible en Israël ou pas? Aujourd'hui, en 2024, comme cela s'est passé aux États-Unis.
Absolument. Tout à fait possible. Et il faut séparer la sécurisation du Premier ministre en Israël et la sécurisation d'un ancien Premier ministre ou d'autres ministres ou d'anciens ministres. Le niveau est complètement différent. La sécurité du Premier ministre est beaucoup plus importante. Les autres, ce n'est pas qu'on ne les protège pas, ils sont protégés par des gardes du corps professionnels au plus haut niveau dans l'unité de sécurité des personnalité au Shabak, et donc si un ministre a un garde du corps, évidemment il peut être surpris par un tireur, c'est tout à fait possible, ça peut à nouveau arriver, oui. Je sais que peut-être je vais vous embêter avec ma question, mais est-ce qu'il y a aussi des tireurs d'élite, je connais la réponse, mais pour le grand public, est-ce qu'il y a des tireurs d'élite du Shabak qui sont positionnés lorsque un ancien Premier ministre est en train de parler? C'est pas seulement pour les anciens premiers ministres, c'est pour les personnalités protégées, où qu'ils se trouvent et comment on analyse sa situation. Par exemple, ce qui s'est passé pour Trump, où il fallait le sécuriser pendant la campagne électorale. Et donc il fallait planifier où est-ce qu'on met les gardes du corps, etc., jusqu'où on vérifie le terrain pour que quelqu'un ne monte pas sur un toit pour tirer, par exemple. Ça ne dépend pas seulement de la personnalité protégée, mais de quel événement nous parlons, de quelle manifestation, et c'est donc au niveau de la planification où est-ce qu'on met qui. Pour un Premier ministre, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tout le temps. Vous le savez, c'est bien clair, c'est le plus haut niveau. Et les ministres ou les anciens ministres, anciens premiers ministres peuvent être protégés à un niveau relativement élevé. Prenez en compte, comme aux États-Unis, les bâtiments à 100, 150 mètres de la manifestation contre un tireur d'élite, justement. On a bien compris que c'est un cas d'école, effectivement, ce qui s'est passé aux États-Unis. Merci, Mickey Weinberg, d'avoir été avec nous, ancien haut responsable de l'unité 730. Voilà, c'est la fin de cette édition. On se retrouve très vite sur i24 News.